à regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Je t'invite à aller voir ce que je fais sur mon autre chaîne YouTube, Minuit Replay, le lien est en description. Viens aussi voir ce que je fais sur Twitch et sur Instagram, et puis tu verras les liens vers tous mes autres réseaux sociaux en barre de description. Aïe, aïe, tiens, voilà, faut pas me chercher, je suis trop forte. Comme tu le constates, j'ai plein de nouveaux copains. Ils m'aident dans ma quête contre les forces du mal. Et oui, mon cher panda, j'ai enfin trouvé le meilleur jeu mobile, un jeu de rôle super détaillé avec des graphismes incroyables et des centaines de champions que tu peux collectionner. Le but est simple, vaincre les forces du mal, et pour ce faire, tu commences par choisir un champion. Perso, j'ai choisi Athéal, une elfe redoutable. À chaque bataille, tu peux gagner des récompenses, des gemmes, de l'énergie, etc. Tu peux débloquer d'autres champions qui pourront se joindre à ton clan. Raid Shadow Legends compte plus de 5 millions de joueurs par mois, et pour fêter leur 5e anniversaire, ils ont ajouté plein de belles choses. Nouvelles fonctionnalités, cadeaux pour les joueurs, etc. Tu démarres le jeu avec 2 champions, tu auras le choix parmi elfes, orques, morts-vivants et autres types de créatures redoutables. Grâce au lien en description et au code promo Festival 5, réclame tes 2 champions épiques. Si seulement moi j'avais eu ça en commençant. Plus tes champions combattent, plus ils deviennent puissants, débloquent des champions rares ou même légendaires en combattant les forces du mal. Tu peux joindre des clans existants ou créer le tien. Si tu es nouveau joueur, je t'invite à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou à cliquer sur le lien en description pour obtenir ce magnifique butin magnifique dans le jeu, la Dame Etessa, une tueuse boss de niveau épique, et aussi des récompenses exclusives en célébration du 5e anniversaire de Raid quand tu auras atteint le niveau 25. Merci à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo, et trêve de blablaterie, on y va pour notre affaire. Bienvenue à Los Angeles, cette ville où les rêves deviennent réalité sous le soleil de Californie, enfin presque. Derrière les feux des projecteurs d'Hollywood, il y a une réalité bien plus sombre, et ça, on le sait déjà sur cette chaîne. LA est une zone très marquée par des crimes qui vont secouer l'Amérique et même le monde entier. Le Dahlia noir, par exemple, un mystère non résolu qui date de 1947, le corps mutilé d'Elizabeth Short est retrouvé dans un terrain vague à Los Angeles. Une affaire tellement mystérieuse et fascinante qu'elle a été transposée en livres et en films. Sans parler des horreurs de la famille Manson en 1969 avec le meurtre horrible de Sharon Tate, enceinte du réalisateur Roman Polanski au moment du massacre. Autre affaire très choquante et marquante en 1994 avec le procès très médiatisé d'O.J. Simpson, accusé d'avoir tué son ex-femme Nicole Brown et son ami Ronald Goldman. Je pourrais aussi mentionner la fusillade dans laquelle Tupac est mort, ou encore le meurtre de Lana Clarkson des mains de son producteur Phil Spector. Bref, tu l'as compris, c'est pas parce que LA brille de mille feux que c'est un milieu safe, bien au contraire. Et aujourd'hui, on va plonger dans les bas-fonds d'une affaire vraiment choquante et tellement horrible que ces meurtres sont devenus légendaires. Une histoire qui nous rappelle que le crime peut frapper n'importe où, surtout là où on s'y attend le moins. Dans les rues paisibles de Tarzana, un quartier résidentiel dans la banlieue de Los Angeles, un drame familial va bouleverser la Cité des Anges. Il s'agit ce soir de la famille Haskell, une famille qui va connaître une tragédie sans précédent. Samuel Bond Haskell, 4e du nom, naît le 3 avril 1988 dans la ville de Tarzana en Californie. Il est plus connu sous le nom de Sam Haskell, donc on va l'appeler Sam tout au long de la vidéo. Sam, c'est une personnalité déjà reconnue dans le monde des affaires, et ce n'est pas un business qui date d'hier. La famille Haskell commence son ascension dans le sud des États-Unis. Issu d'une grande famille du sud du pays, Sam incarne bien l'ambition et la réussite à l'américaine, puisqu'il cultive l'esprit d'entreprise que ses parents lui transmettent. Il est issu d'une lignée assez prestigieuse, il est le fils de Sam Haskell III, un producteur de télévision hollywoodien récompensé par des Emmy Awards, et de Mary Donnelly Haskell, une ancienne Miss Mississippi, connue pour son engagement dans des œuvres caritatives au nord du Mississippi. Sam Haskell III, donc le père de Sam, est une figure très connue à Hollywood, où il peut se vanter d'avoir fait carrière en tant qu'agent chez William Morris, l'une des plus anciennes et prestigieuses agences artistiques au monde, rien que ça. Au cours de sa carrière, Sam III représente un bon nombre d'acteurs super connus, dont George Clooney, Ray Romano, Whoopi Goldberg,
D'ailleurs, il s'occupe aussi de la supervision de la série Le Prince de Bel-Air. Il démissionne des concours de Miss America dans lesquels il était très influent jusque-là, après un scandale dans lequel il est impliqué en 2014 et 2015. Pour faire court, il est accusé de slut-shaming, de grossophobie et d'insultes envers de nombreuses anciennes candidates de Miss America. Loin de se retirer du milieu, Sam Haskell 3 produira quand même de nombreux projets pour Netflix, comme si de rien n'était. Et ce n'est pas tout, la sœur de Sam, Marilyn Haskell, vit aussi dans le monde du spectacle. Comme sa mère et son père avant elle, Marilyn choisit aussi une carrière sous les feux de la rampe puisqu'elle devient actrice. Elle a notamment joué dans des téléfilms de Noël sur la chanteuse Dolly Parton et dans les séries Des jours et des vies et New York Unité spéciale. Ce milieu très privilégié lui confère une véritable chance dans la vie puisque toutes les portes s'ouvrent à Sam fils, Sam 4, et au passage j'ai jamais compris le délire de nommer son fils comme ça, mais bref. Sam 4, principal protagoniste de notre affaire, grandit donc à Tarzana, sa ville natale, dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de Los Angeles. Il évolue dans un environnement où les valeurs familiales et le succès professionnel sont étroitement liés. Son éducation imprégnée de l'esprit philanthrope de ses parents le pousse naturellement vers des initiatives visant à améliorer sa communauté. C'est donc un garçon bien élevé, altruiste, qui pense aux autres. Côté vie professionnelle, Sam, devenu jeune adulte, se distingue assez vite dans le secteur créatif. Son travail reflète un mix entre l'héritage familial, l'ambition de réussite et son propre flair pour les affaires. Et ça, Sam, il l'a dans le sang. Il est doué dans son métier. Après avoir obtenu son diplôme à l'Université d'État de Californie, la CSUN, en 2011, Sam se lance dans le cinéma, principalement dans la création de clips. Il travaille en tant que caméraman, puis il se lance dans la réalisation de vidéos pour une entreprise appelée Create Agency depuis 2021. D'ailleurs, il se fait appeler Samuel Basinger, peut-être pour éviter d'être associé à son père, comme l'a fait par exemple Nicolas Cage avant lui. Dans la catégorie à propos de sa page LinkedIn, voici sa présentation. Mon nom est Samuel Basinger, je dirige des éditoriaux de mode et des vidéoclips, je suis passionné par la collaboration avec d'autres créateurs, j'ai commencé à travailler dans cette industrie en 2011, je me sens chanceux d'avoir rencontré de nombreuses personnes incroyables et talentueuses au fil des ans. Depuis, j'ai créé mon blog de photos pop culture et mode sur Instagram à Tragic Street, où je partage tous mes projets passionnés et mon inspiration créative. Faisons connaissance, merci beaucoup. Tragic Streets fait partie de sa société de production SB Group, dont le bureau est à Encino, à côté de Tarzana. Sam travaille notamment avec Machine Gun Kelly, mais l'entreprise en soi ne lui rapporte pas tant d'argent que ça. En dehors de LinkedIn, Sam est très actif sur TikTok, où il poste des vidéos de ses voyages, de ses pensées de tous les jours. Côté cœur, Sam partage sa vie avec sa femme Maylee, et ensemble, ils forment un pilier solide pour leurs 3 enfants, Samuel 5, encore un Sam, James Donnelly et William Kirkpatrick. Cette jolie petite famille réside à Tarzana où elle coule des jours heureux, entourée d'amis et de voisins bienveillants. Sam est très actif sur les réseaux sociaux où il partage des aspects de sa vie privée et aussi son travail. Mais bien sûr, notre tableau va s'assombrir assez rapidement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet de Sam et que je n'ai pas encore mentionné. Sur Reddit, je suis tombée sur un témoignage et je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je partage. Comme tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux et sur Internet, faut prendre d'énormes pincettes. Voici ce qu'on lit dans cette publication Reddit. J'ai fréquenté son collège et son lycée à Calabasas en 7e année. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était un menteur pathologique. Il touchait toujours ses parties intimes par-dessus ses pantalons en classe et il n'a jamais eu de problème parce que ses parents étaient de gros donateurs à l'école jusqu'à ce qu'il soit renvoyé pour avoir violé une autre élève en 3e année. Nous savions tous qu'il était un mauvais présage. C'est une accusation très grave, nous sommes d'accord, surtout que je n'ai trouvé absolument aucun document qui prouve que Sam est un agresseur sexuel. Comme tu le sais, aux États-Unis, la liste des criminels sexuels est publique et je n'ai rien trouvé qui connecte Sam à ce type de crime. Même si d'autres commentaires sur le fil Reddit semblent confirmer cette rumeur, on est en droit de douter. Mais d'un autre côté, vu l'influence des parents de Sam, est-ce qu'ils auraient pu faire pression pour étouffer l'affaire ? C'est fort possible. L'argent donne du pouvoir et de l'influence suffisamment pour cacher les secrets les plus terribles.
Pourtant, ces accusations ne collent pas du tout avec l'image hyper calme et bienveillante que Sam affiche. Sous le nom d'utilisateur Samuel Haskell, il montre à son audience virtuelle son quotidien au travail, ses projets de vie, plein de trucs super inspirants, un peu clichés, good vibes. Sam et sa femme, May, partagent une vie harmonieuse à Tarzana et ça se voit. Ensemble, ils inculquent à leurs enfants des valeurs liées au Haskell, solidarité, respect, ambition. Mais alors qui est cette épouse qui partage la vie de Sam? May Lee Haskell est une femme sino-américaine, originaire de Los Angeles en Californie, fille de Yan Xiang Wang et belle-fille de Gao Shanli. May trace son propre chemin de vie qui démontre un sacré courage et une volonté de s'en sortir quoi qu'il arrive. Dans les années 2000, May prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Elle quitte la Chine pour les États-Unis dans le but de se lancer dans des études en comptabilité. Un choix risqué mais ambitieux, soutenu par le sacrifice de ses parents qui vendent leur maison en Chine pour financer ses études. Alors si ça, c'est pas un acte d'amour. Plus âgée de 2 ans que son futur... Plus âgée de 2 ans que son futur époux, Sam, elle le rencontre pendant leurs études, alors qu'ils sont tous les deux à l'Université d'État de Californie. May garde des liens très étroits avec son pays d'origine, la Chine. D'ailleurs, elle reste très proche de son oncle Yan King Wang, qui vit toujours au pays. La vie de May à Los Angeles a l'air parfaite si on se fie aux apparences. On la voit souvent posée devant l'objectif d'appareil photo, avec des lunettes de soleil ou en train de rire. Et malgré cette façade, quelque chose ne va pas dans la vie de May. En 2019, elle confie à une amie qu'elle veut divorcer de Sam. Elle dit être insatisfaite dans son mariage et elle dit même se sentir oppressée. Mais un an plus tard, en 2020, la famille Haskell franchit un nouveau cap et s'installe dans une très grande maison de 6 chambres à Tarzana, au 4100 Coldstream Terrace. C'est une maison de rêve avec jacuzzi et piscine, 6 salles de bain, achetée pour la modique somme de 1,7 million de dollars. Ce déménagement marque peut-être une nouvelle étape importante dans leur vie, mais ne va pas au bout de son projet de divorce. On dirait qu'elle accorde une nouvelle chance à Sam. Elle a alors 37 ans, son père Gaoshan, âgé de 72 ans, et sa mère Yanxiang, âgée de 64 ans, sont toujours des piliers dans sa vie. Ils sont fiers de voir ce qu'elle a accompli. D'ailleurs, ils vivent désormais avec le couple et leurs 3 enfants. Grâce à son entreprise Haskell Consulting Group, May aide les étudiants étrangers à s'intégrer dans le processus d'admission des universités américaines de premier plan. Elle n'a pas oublié d'où elle vient et ça, c'est beau à voir. Nous sommes en 2023 et quelque chose d'horrible va se produire, quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Dans la tranquille et très belle ville d'Encino, aux abords de Los Angeles, une découverte étrange secoue la communauté. Nous sommes le mardi 7 novembre 2023, il est 15h53, une caméra de surveillance enregistre une scène troublante. Sam engage 4 ouvriers pour 500 $ afin qu'ils se débarrassent de 2 grands sacs poubelles. Sam leur explique qu'ils sont remplis de pierres et qu'ils contiennent aussi des décorations d'Halloween. Bon, en soi, on est au mois de novembre, Halloween vient de se terminer, rien d'étonnant. Mais pourquoi donner 500 $ pour se débarrasser de pierres et de décorations quand 50 balles auraient suffi? Et puis pourquoi Sam ne le fait pas lui-même? À 16h15 précisément, les ouvriers rendent les sacs et l'argent à Sam. Il refuse de s'en occuper. Pourquoi? Garde ça dans un coin de ta tête, on y revient dans 2 minutes. Il est 16h22 quand Sam quitte la maison. Pendant sa vadrouille, les ouvriers se posent pas mal de questions au sujet de la scène à laquelle ils viennent d'assister, et ce qu'ils ont vu est tellement choquant qu'ils décident de contacter la police. Pour ce faire, ils se rendent carrément à la patrouille routière, la California Highway Patrol, pour reporter l'incident, mais on leur conseille plutôt de contacter la LAPD, la police de Los Angeles. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils se rendent au poste de police de Topanga, et devine ce qui se passe. Sur place, on refuse de les prendre en charge. La raison reste un mystère, on les renvoie vers le 911, et on leur conseille même d'appeler le numéro depuis le parking. En gros, on les promène de gauche à droite, alors qu'ils ont quand même vu quelque chose de choquant. Leurs témoignages sont enfin pris au sérieux, et la police débarque au domicile de la famille Haskell. Sur place, plus de sacs, et comme ils n'ont pas de mandat pour entrer dans la maison, les agents de police repartent bredouille. Heureusement, le lendemain matin, le 8 novembre, l'impensable se produit. Un sans-abri fouille dans une benne à ordures près de Ventura Boulevard et Rubio Avenue. Il cherche des recyclables, mais plutôt que de trouver des outils intéressants, il découvre un torse humain dans un sac. Tout de suite, tu comprends mieux pourquoi les ouvriers ont tellement tenu à prévenir la police. Dans les sacs que Sam remet aux ouvriers,
Ces derniers découvrent effectivement des restes humains. Je précise que les rues où le sans-abri retrouve les restes humains se situent à environ 8 km de la maison de la famille Haskell. Plus tard, les ouvriers déclarent à une chaîne de télévision que le contenu des sacs ressemblait à de la viande. Quand on a soulevé les sacs, on a compris qu'ils n'étaient pas remplis de pierre, déclare l'un d'entre eux en espagnol. Les hommes décrivent le contenu des sacs comme étant mou et humide. Ils pèseraient environ 20-25 kg. Après les avoir récupérés, ils arrêtent le camion à un pâté de maison, ils vérifient à l'intérieur et découvrent des restes humains. Comment peuvent-ils être formels à ce sujet? Parce qu'ils voient un nombril, donc pas de doute possible. Et au passage, je voudrais te parler d'un truc assez incroyable que j'ai découvert pendant mes recherches. Aux USA, il existe une application appelée Citizen. En gros, Citizen, c'est une application qui envoie des alertes liées aux crimes ou événements majeurs dans la région où tu habites aux États-Unis. Ça comprend des crimes tels que vol, cambriolage, fusillade, mais aussi d'autres types d'événements tels que des accidents de voiture, disparitions, sauvetages en cours, incendies, catastrophes naturelles, etc. L'appli renseigne en temps réel sur les lieux de ce qui se passe. Et tu peux commenter et parler à d'autres personnes de la communauté, et tu peux même poster une vidéo sur l'événement en question en direct. D'ailleurs, les vidéos sur l'application sont publiées par des utilisateurs. Il y a aussi d'autres fonctionnalités telles que bodyguard virtuel. En gros, tu peux rentrer chez toi accompagné si tu es dans un secteur où ça craint. Tu peux demander de l'aide pour retrouver ton chien, et le message pourrait être relayé. Enfin bref, pour la modique somme de 20 $ par mois, tu peux avoir accès à tout ça. On revient à notre affaire. Le jour de la macabre découverte, des utilisateurs Citizen résidents de LA reçoivent une notification via cette appli. Et voici ce que dit ce message horrifiant. Partie de corps humain trouvée dans un sac en plastique. Appel au 911 à signaler un incident non confirmé à l'intersection de Rubio Avenue et Ventura Boulevard. La police s'en charge. Selon un rapport d'ABC7, des parties de corps humain ont été trouvées dans un sac en plastique tôt mercredi matin. Alors j'ose même pas imaginer ce que tu dois ressentir quand tu apprends qu'un voisin a jeté un autre être humain dans une poubelle. Alors, ça doit être vraiment traumatisant. À 11h30, Sam est arrêté au centre commercial Topanga à Woodland Hills. Rien de tel qu'une session shopping après un meurtre et un démembrement éprouvant. Le 13 novembre, l'affaire est présentée au bureau du procureur du district de Los Angeles à la division des crimes majeurs. Après avoir examiné les preuves en premier lieu, Sam est inculpé pour meurtre. Il est détenu avec une caution de 2 millions de dollars. Bien sûr, on se pose tous la question, ce corps, à qui appartient-il? Mei, la femme de Sam, ainsi que ses parents, Yan Xiang Wang et Gao Shenyi, sont portés disparus. Si la police voulait interroger les proches de Sam, dommage pour eux, puisqu'ils sont introuvables. Les 3 enfants du couple, âgés de 6, 8 et 12 ans, se trouvent à l'école le jour des faits. Ils sont pris en charge par les services de protection de l'enfance avant d'être confiés à des membres de la famille. Les véhicules de la famille Haskell, un Volkswagen Tiguan blanc et une Nissan Pathfinder blanche de 2014, restent eux aussi introuvables, un mystère de plus, un peu comme l'identité formelle du corps découvert. Les 3 personnes disparues, Mei Li, la femme de Sam, et ses parents, Yang Zheng et Gao Shen, ont été vus pour la dernière fois le 6 novembre, bien que d'autres rapports prétendent que Mei n'avait pas été vue depuis le 2 novembre. L'affaire attend son premier jour d'audience le lundi 13 novembre 2023 à Van Nuys. Et là, les analyses médico-légales tombent. Grâce aux autopsies et aux analyses scientifiques, la police annonce et confirme que le torse retrouvé dans la poubelle est celui de Mei Li Haskell. Aussitôt, les voisins et les connaissances de la famille réagissent, terrorisés face à cette tragédie. Certains décrivent Sam comme une personne énigmatique, même inquiétante. Ils évoquent d'ailleurs un comportement inapproprié quand il est dans un cadre social. Alors que l'enquête se poursuit, les autorités appellent à l'aide du public et des habitants de Los Angeles pour retrouver les 2 véhicules appartenant à la famille, les 2 véhicules qui ont disparu, le Volkswagen Tiguan et le Nissan Pathfinder, dans l'espoir bien sûr de rassembler davantage d'éléments sur l'affaire. Alors que Sam plaide non coupable aux accusations portées contre lui, tout le monde attend avec impatience l'audience prévue le 8 décembre, dans l'espoir qu'elle puisse apporter un peu de lumière sur ce meurtre absolument horrible. Pourquoi Sam a tué sa femme, s'il s'avère que c'est bien lui? La suite des événements est encore plus dark. Sam est bien sûr suspecté d'avoir jeté le torse de Mei près de la benne à ordures. On le voit grâce à des images de vidéosurveillance qui montrent son geste,
Donc, va falloir m'expliquer comment tu peux nier être lié au meurtre d'une personne alors que tu es pris en flagrant délit. L'enquête se penche aussi sur les ouvriers engagés par Sam pour déplacer les fameux sacs étrangement lourds, des sacs qui, selon eux, contiennent quelque chose de bien plus étrange que des pierres. Et leur instinct ne les avait pas trompés. On se pose plusieurs questions à ce stade. Qu'est-il arrivé à Mei Li? Ses parents, où sont-ils? Comment une famille en apparence idéale a-t-elle pu se retrouver au cœur d'une tragédie pareille? Au sujet des parents, le détective de la police de Los Angeles, Efrain Gutiérrez, déclare « Ils seraient normalement chez eux à cette heure-là et des tentatives ont été faites pour les contacter par téléphone, sur leur portable, pas de réponse. » Fin de citation. Le 28 novembre, la tante de Mei Li annonce une cagnotte pour engager un détective privé afin de retrouver les parents de Mei. Elle écrit ces mots. Même si Sam Haskell a été arrêté et accusé de meurtre, nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à ma nièce, ma sœur et mon beau-frère. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune information sur mes proches. Ma nièce, Mei, est une personne travailleuse, c'est une mère aimante avec 3 fils. Elle aime passer du temps à organiser des fêtes pour les anniversaires des enfants. Ma sœur et mon beau-frère sont des personnes très passionnées et sociables. Ils aiment passer du temps avec leurs petits-enfants et se promener. En utilisant cette plateforme, j'espère attirer davantage l'attention et maintenir l'enquête et le dossier en cours. Partager l'histoire et toute contribution, aussi petite soit-elle, est très appréciée. Nous voulons utiliser ces fonds pour engager un détective privé afin d'apporter un peu de répit à notre famille et les ramener chez eux. Alors malheureusement c'est triste, mais sur un objectif de 10 000 $, la cagnotte ne va récolter que 290 $. Et là, plot twist, une réponse apportée à cette tragédie, peut-être. Un autre membre de la famille prend la parole, Yan Qingwang, l'oncle de Mei, qui affirme avoir un mauvais pressentiment. Il déclare qu'il n'a pas de nouvelles de sa sœur depuis longtemps. En allant sur son profil sur la plateforme WeChat, il découvre que tous ses contacts et ses photos remontant à 10 ans sont supprimés. Quand on lui demande s'il y avait des signes précurseurs à un éventuel pétage de plomb de la part de Sam, l'oncle de Mei est formel. Au sein du couple, il n'a jamais remarqué de violence, pas de dispute non plus. Cependant, il se souvient avoir discuté avec sa nièce, qui se plaignait d'être seule, à payer la mensualité du prêt immobilier de 7 000 $. Donc une mensualité par mois, 7 000 bahts toute seule, c'est quand même un peu chaud. Il sert à quoi, lui? Selon elle, Sam ne l'a pas aidé, alors qu'ils étaient en pleine recherche d'une maison, 3 ans avant le meurtre. Très choqué par les événements, il déclare « Je n'arrive pas à y croire. Depuis 1 mois, depuis que j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas pu dormir. Je ne pouvais dormir que pendant 1 heure, moins d'1 heure, pour ensuite faire des cauchemars. » Il se demande aussi pourquoi Sam s'en est pris à ses beaux-parents, d'autant plus que sa belle-mère est très diminuée à cause d'un AVC dont elle a souffert. Pourquoi quelqu'un blesserait une vieille dame qui souffre de maladies physiques, demande-t-il, je ne comprends pas. Un peu avant la création de la cagnotte, le 13 novembre 2023, une déclaration officielle est publiée sur le site du comté de Los Angeles au sujet de Sam Haskell. Malgré le fait qu'un seul corps ait été retrouvé et formellement identifié, le procureur du comté, George Gascon, annonce le dépôt de 3 chefs d'accusation de meurtre contre Samuel Haskell pour les décès de sa femme Mei, 37 ans, et de ses parents, Gao Shanli, 72 ans, et Yan Xiangwang, 64 ans, à Tarzana. Le procureur ajoute « Ces crimes choquants et horribles ont secoué notre communauté. Nous sommes aux côtés des proches des victimes en cette période incroyablement difficile et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que justice soit rendue. Notre division des crimes majeurs travaillera sans relâche pour mener à bien des poursuites qui reflètent la gravité de ce crime dévastateur. » Fin de citation. La circonstance spéciale de meurtre multiple est alléguée, ce qui va probablement alourdir les peines de Sam. S'il est reconnu coupable, il encourt donc une peine maximale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire est poursuivie par la division des crimes majeurs de la LAPD et elle est enquêtée par la division des vols à main armée, homicides du département de police de Los Angeles. Après avoir enfin obtenu un mandat pour perquisitionner le domicile, la maison est fouillée le 8 novembre à 8h40 du matin. Les policiers découvrent du sang et des preuves matérielles qui correspondent à un démembrement selon le procureur adjoint du comté. Dans l'allée, on retrouve des taches qui ressemblent à du sang, on retrouve d'autres taches similaires dans la chambre principale et dans la salle de bain, ainsi que des éclaboussures. Dans le garage, les policiers trouvent de nombreux sacs poubelles. Ils découvrent aussi des articles de literie à l'intérieur des sacs, eux aussi couverts de sang. La police trouve également une Tesla blanche appartenant à Mei, abandonnée devant une résidence à Encino. Des images de vidéosurveillance montrent la Tesla qui se gare
devant la résidence vers 18h10 le 7 novembre. Un conducteur masculin en est sorti et a marché vers le sud, indique un policier en charge de l'enquête. L'homme est revenu environ 10 minutes plus tard au volant de ce qui semblait être une Nissan Armada argentée et s'est garé à l'arrière de la Tesla. Il a retiré de nombreux objets de la Tesla et les a transférés dans la Nissan Armada. L'homme a ensuite conduit la Nissan vers le sud, sur Encino Avenue, fuyant les lieux. La procureure ajoute: Sam Haskell a eu plusieurs jours et a conduit à travers le comté de Los Angeles pour expliquer la disparition de ses beaux-parents. Je n'ai pas besoin d'un corps pour inculper pour meurtre, dit-elle. Lors de sa première comparution en novembre 2023, Sam Haskell est présenté devant le tribunal de Los Angeles. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est tendue, surtout parce que des membres de la famille de la victime et des amis de May sont présents pour assister à la procédure. Certains sont visiblement émus, ils tiennent des pancartes demandant justice pour les victimes. Sam tire la tronche, alors qu'un groupe de proches de May porte des pancartes écrites à la main avec les inscriptions « Nous regrettons May » et « Justice pour May aujourd'hui ». La salle d'audience devient le témoin d'un moment assez troublant. Les sangles en velcro des vêtements que porte Sam se détachent, il est torse nu, on voit tous ses tatouages, il a plus l'air d'un gangster que d'un père de famille. Alors attention, je ne dis pas que les tatouages sont réservés aux gangsters, c'est juste un visuel qui a choqué les personnes présentes. L'accusé, âgé de 35 ans, est surveillé de près en raison de risques de d'éviventation. Pendant l'audience, certains d'entre eux ne peuvent retenir leurs larmes, on les entend pleurer. Le juge informe Sam des accusations portées contre lui et des droits qui lui sont accordés en tant qu'accusé. Après avoir entendu les plaidoyers, le juge décide de le maintenir en détention sans possibilité de caution compte tenu de la nature très grave des accusations portées contre lui. Il reste donc incarcéré en attendant la prochaine étape de son procès. Dans une salle d'audience du centre-ville de Los Angeles, nous sommes le vendredi 12 janvier 2024, c'est la division 30 au Clara Shortridge Falls du Centre de justice criminelle, accusé d'un acte inimaginable, celui d'avoir ôté la vie à sa propre épouse May ainsi qu'à ses beaux-parents. Sam se présente devant le juge, torse nu, une image qui déroute et suscite de nombreuses interrogations. Visiblement, le porte-vêtements spécial a pour but d'empêcher Sam de se faire du mal. La situation attire l'attention et éveille la curiosité de tout le monde. D'ailleurs, l'avocat de Sam, Joseph Weymorts, s'oppose vivement à cette apparition dans de telles circonstances. Il demande à la juge Baker Guillemets de le couvrir. En réponse, la juge refuse, mais ordonne aux journalistes présents dans la salle d'audience de ne filmer et photographier que la tête de Sam. C'est la deuxième fois qu'il apparaît devant la cour torse nu. Pourtant, le département du shérif insiste pour qu'il porte un gilet anti-autocoupage. On va formuler ça comme ça pour YouTube. L'avocat de la défense s'exprime. Monsieur Haskell a une condition médicale préexistante qui l'empêche de porter le gilet. Le département du shérif ne lui permettra pas de comparaître avec une chemise, une robe ou une couverture. Le résultat est qu'il doit comparaître devant le tribunal nu, de la tête à la taille. Cette situation est déshumanisante et crée une image inexacte de monsieur Haskell. Fin de citation de l'avocat. Alors c'est vrai qu'avec sa morphologie musclée et ses tatouages, Sam ressemble plus... il ressemble vraiment au cliché du prisonnier dangereux. Ce n'est qu'un cliché. En même temps, à partir du moment où tu découpes probablement des gens, je pense qu'on peut affirmer sans trop de risque que tu es dangereux et maintenant prisonnier. Donc Sam apparaît devant la cour, les poignets enchaînés, devant sa taille, il parle peu, et il répète souvent « Oui, votre honneur », quand on lui demande s'il comprend ce qui se passe. Il regarde autour de lui, il lève souvent les yeux au ciel, il hausse les sourcils. Alors certes, on l'a déjà dit, les analyses ADN menées par le bureau du coroner du comté de LA confirment que le torse retrouvé est celui de May. Mais avant le démembrement, que sait-on du meurtre? Malheureusement, pas grand-chose. L'enjeu est immense, et le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon, exprime avec gravité l'impact de ces crimes sur la communauté. Les mots du procureur résonnent dans la salle d'audience. Il promet de lutter sans relâche pour que justice soit rendue. L'audience préliminaire est fixée au 16 février 2024, une date décisive. Au préalable, la juge Kimberly Baker Guillemets a initialement reporté l'audience de plaidoyer à la demande de Joseph Weymorts, le nouvel avocat de Sam. Il exprime le besoin de se familiariser davantage avec les détails de l'affaire dont on ignore encore le mobile. Les amis de May révèlent aux médias, dont le Daily Mail, que May envisageait de quitter son mari depuis des années, mais elle craignait que l'influence de son père ne l'empêche d'avoir la garde de leurs 3 fils. Les tensions familiales semblent avoir atteint un point de non-retour, avec pour résultat cette tragédie. Comme la mère de May a fait un AVC quelques années plus tôt, c'est compliqué de marcher pour elle, et pourtant ça ne l'empêche pas de continuer de faire le ménage, de s'occuper de ses petits-enfants. Elle aide aussi à la cuisine, mais ça
Sam a l'air de s'en foutre totalement. Selon l'amie de May, Jenny, May lui aurait dit que Sam était irrespectueux envers ses beaux-parents, il les ignorait, il se mettait même souvent en colère contre eux. Alors c'est vrai qu'avoir ses beaux-parents sous son toit, c'est pas forcément idéal, surtout pour un Américain dont c'est pas la culture, et en plus il ne parle pas anglais, mais Sam ne faisait vraiment aucun effort pour ne serait-ce qu'échanger avec eux quelques mots. Après, t'as épousé une chinoise, hein, donc faut pas non plus t'étonner de la différence culturelle. La même amie rapporte des faits de violence étouffés par May. Jenny explique qu'au moment où son amie se confie à elle, May lutte contre elle-même. Sam a déjà été violent envers elle. Elle m'a dit qu'il lui avait fait du mal, raconte Jenny. Elle m'a dit qu'il l'avait frappé. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Sam est arrêté par les autorités. Sa première arrestation remonte à décembre 2008. Il est arrêté pour 2 chefs d'accusation d'agression avec une arme. À l'époque, il ne conteste pas les faits, il renonce même à son droit à un procès et il accepte une condamnation. Il a alors 20 ans. Dans tout ce tourbillon médiatique, d'autres fantômes du passé ressurgissent. La presse à scandale, qui adore ces détails croustillants comme on le sait, s'empresse de déterrer des petits secrets de famille honteux. Par exemple, c'est à ce moment qu'on ressort les vieux dossiers au sujet du père de Sam, notamment sa démission à la suite de controverses dans le concours Miss America. Alors certes, ça n'a aucun rapport avec l'enquête, et le père de Sam n'est certainement pas un meurtrier, mais ça peut donner des éléments importants pour la compréhension du comportement de son fils. Sans oublier bien sûr que la presse raffole de ce genre d'éléments, déjà ne serait-ce que pour vendre, hein, donc gagner de l'argent. Autre dossier qui refait surface, le professeur de fitness de Sam, qui va partager un échange entre lui et Sam. Et dans cet échange, on découvre que Sam déteste les scènes gore dans les films, ce qui est plus qu'ironique quand on sait qu'il a démembré ses proches. En parlant du film La Purge, voici ce qu'il dit. Forever Purge était un peu différent. Les imbéciles se font vraiment découper au Mexique, c'est difficile pour moi d'apprécier un film comme ça. Par contre, je suis chaud pour Purge 2 Anarchy. Alors que Sam attend son prochain jour au tribunal, les spéculations abondent et les détails macabres de l'affaire continuent de fasciner et aussi de terrifier. La justice devra démêler ce récit complexe et tragique pour apporter des réponses aux nombreuses questions que tout le monde se pose. Comme je le disais plus tôt, la juge Kimberly Guimet ordonne que Sam soit détenu sans caution, alors que plus tôt il avait la possibilité d'une libération en attendant son procès. La caution avait été fixée à 2 millions de dollars. Ce que ça veut dire, c'est que la décision a été révoquée et Sam est incarcéré jusqu'à la fin de son procès. Et heureusement, parce que quand on connaît les moyens financiers de sa famille, on sait que 2 millions, ça aurait pas du tout été un problème pour eux. Et au passage, j'ai cherché des déclarations ou des réactions de la part de ses parents, sa famille. Personne ne s'est exprimé publiquement à ce sujet. L'audience va durer 5 minutes seulement et ne va que confirmer l'ampleur de l'affaire qui a déjà fait les gros titres à travers tout le pays. Grâce à l'enquête portée devant la cour, on rappelle la chronologie des faits, Sam qui tente d'acheter les 4 ouvriers pour se débarrasser du corps, le mensonge au sujet du contenu des sacs, la vidéosurveillance qui montre Sam en train de jeter les restes. Les enquêteurs récupèrent des preuves de sang sur la zone de chargement du coffre avant de la Tesla, mais aussi un revolver et un couteau avec une lame de 8 cm dans le coffre de la Nissan Armada. Pour l'instant, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire puisque Sam n'a pas encore été condamné. Tout ce qu'on sait, c'est que ses avocats retardent le procès à la moindre occasion, ce qui doit être insupportable pour la famille des victimes. Une voisine particulièrement émue par la tragédie se confie aux médias. Elle, Benami, se souvient avoir croisé May une semaine avant sa mort. J'emmenais mes enfants à l'école et elle emmenait les siens. Nous nous sommes croisés en voiture, nous avons baissé nos vitres et je me souviens que j'ai été frappée par le fait qu'elle semblait très différente de d'habitude. Elle avait l'air vraiment malheureuse, triste et bouleversée par quelque chose. Les enfants de cette voisine jouaient souvent avec ceux de la famille Haskell, et selon elle, quelque chose ne va pas, c'est certain. Dans son attitude, des choses inhabituelles commencent à l'inquiéter. Elle manque des dîners, elle ne répond pas aux messages. Le mari de El Benami va un jour sonner chez la famille Haskell et il remarque une odeur qui ressemble à celle de chair en décomposition. Il suppose à ce moment-là qu'il s'agit d'un animal mort. Plus tard, la nuit supposée du meurtre, à 21h, la fille aînée de cette voisine envoie un SMS à sa babysitter. Elle explique avoir entendu un enfant crier à l'aide, suivi d'un bruit d'une portière de voiture qui claque et des crissements de pneus vraiment bruyants. Le lendemain, la voisine aperçoit les policiers rôder autour de la maison de May et Sam, et c'est là qu'on lui apprend la terrible nouvelle. Le seul réconfort de la famille Benami, la famille voisine, c'est de se dire que les 3 enfants du couple sont en bonne santé et en sécurité. Un autre voisin va ajouter des détails troublants qui auraient peut-être dû attirer l'attention de l'entourage.
Sam avait une obsession pour les arts martiaux, dit-il. Il y avait aussi des armes à feu et des arbalètes dans sa maison. Leur garçon racontait à mes enfants des histoires sur les armes, ce qui me préoccupait toujours au point de ne pas laisser mes enfants seuls à l'étage, chez les Haskell. Je sais que May n'aimait pas avoir ces choses dans la maison et elle voulait que son mari s'en débarrasse. Il avait aussi un katana et une arbalète. Je pense qu'il était ceinture noire et il allait au Japon pour pratiquer les arts martiaux. Fin de citation. Au début de l'année 2024, Sam plaide non coupable des 3 chefs d'accusation. On est actuellement au mois de mars, l'affaire suit son cours, et malheureusement, je conclus cette vidéo avec un nombre incroyable de questions. Le mobile, sûrement l'argent, mais à confirmer. La haine envers les beaux-parents, vue peut-être comme un fardeau. Où sont les beaux-parents? Où est le reste du corps de May? On ne retrouve que son tronc. Qui a été tué en premier? May, ses parents? Où étaient les enfants au moment des meurtres? Comment est-ce que Sam a réussi à se débarrasser des preuves, en tout cas celles qui n'ont pas été retrouvées, c'est-à-dire les corps? Quand on connaît le passé de Sam, ou en tout cas ce que certains en disent sur Reddit, est-ce qu'il faut comprendre qu'il avait des troubles mentaux peut-être non diagnostiqués, et puis les voisins qui ont entendu des bruits étranges, des cris, pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien signalé à la police plus tôt? Certes, LA est une grande ville, et si t'entends quelqu'un crier, bah tu te dis pas il y a un homicide en cours, mais quand même. On se donne rendez-vous sur Twitch pour une mise à jour dès qu'elle sera disponible. Et bien sûr, je te mettrai ça aussi en description ou en commentaire épinglé. Alors, je t'oblige pas à venir me suivre sur Twitch, hein, donc t'inquiète pas, je mettrai aussi une update ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.